Bonne journée à tous. Le procès des finances de la bande dite du Petit Bar doit reprendre ce mardi 6 mai avec les plaidoiries des avocats de la défense qui doivent durer 10 jours. L'audience a été suspendue ce mercredi à l'issue des réquisitions devant le tribunal correctionnel de Marseille. Des peines de 18 mois, 14 ans de prison ont été demandées ainsi que des amendes pour un montant total de 17,5 millions d'euros. Les deux procureurs ont réclamé 14 ans d'emprisonnement avec un mandat d'arrêt de 2 millions d'euros d'amende à l'encontre de Jacques Santoni. Ce dernier n'a jamais été présent à l'audience pour des raisons médicales. 14 ans de prison avec un mandat d'arrêt de 2 millions d'euros d'amende ont été requis contre Michele Tori, actuellement en fuite. Le tribunal a demandé 12 ans de prison avec maintien en détention et 2 millions d'euros d'amende contre Pascal Pori et 7 ans de prison avec mandat de dépôt et 500 000 euros d'amende contre André Bacchiolelli. 9 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt et une amende de 250 000 euros ont également été requis contre Anthony Perrino. Des peines réclamées qui s'étalent donc de 18 mois à 14 ans de prison. Au total, 24 personnes se trouvent dans le box. Le jugement devrait être mis en délibéré le 28 mai. Ce 1er mai, à Ajaccio comme à Bastia, des manifestations ont eu lieu, comme chaque année pour la Journée mondiale des travailleurs. À Bastia, ce sont un peu plus de 300 personnes qui ont défilé du palais de justice jusqu'à la préfecture. Pas de banderole unitaire, mais des cortèges de forces ouvrières, de la CGT et d'organisations politiques, comme le Parti communiste, la France insoumise ou Amanca. Si certains, en fin de cortège, ont chanté à la gloire de la Palestine et de Georges Abdallah, la plus grande partie des manifestants étaient là pour réclamer, notamment un retour en arrière sur la tant décriée réforme des retraites. Côté CGT, ont dénoncé également la judiciarisation du combat syndical, avec en exemple l'assignation en justice des délégués syndicaux de la Poste d'Ajaccio Baleone. On écoute Charles Casabianca pour la CGT de Haute-Corse. La judiciarisation qui est faite contre les délégués CGT et contre les responsables CGT en général, et notamment nous avons plus de 1000 personnes qui sont déférées devant les parquets en France. Et nous trouvons ça intolérable parce qu'aujourd'hui le patronat a l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, sans se soucier des lois réelles. Aujourd'hui, les travailleurs et les travailleuses ont besoin d'avoir des salaires décents, ont besoin d'être reconnus. Et encore une fois, nous pensons qu'une répartition des richesses est nécessaire quand on voit l'écart qui se creuse entre les plus pauvres et les plus riches. Cette judiciarisation elle arrive jusqu'en Corse puisque du côté de la Poste de Baleone, il va y avoir des délégués CGT assignés devant la justice. Ça a l'air d'être nouveau aussi en Corse quand même. Tout à fait. Bon, c'est pas que ça soit nouveau, mais disons que maintenant ça devient des consignes nationales, notamment pour le groupe La Poste, comme pour d'autres groupes, de déférer devant les parquets, les responsables syndicaux, pour essayer de faire taire la voix. Mais bon, pour nous, à la CGT, nous continuerons à défendre les salariés et nous continuerons à défendre le bien social et le bien commun que nous avons. Puis au niveau national, il y a une revendication qui est indéboulonnable, c'est l'âge de la retraite. Tout simplement, pour vous, la retraite à 60 ans, il n'y a pas d'autre alternative. Pour quelle raison ? Écoutez, il y a d'autres alternatives. Il suffit de changer le paradigme politique. Aujourd'hui, nous avons ce que les patrons appellent des charges. Nous appelons ça des contributions, puisque comme vous le savez, les contributions que les salariés payent, les contributions que les patrons payent, ce n'est tout simplement que du salaire différé pour mettre en place un salaire à la retraite et que les gens puissent vivre après leur activité décemment. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et notamment en Corse où nous avons 75 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, nous avons 120 000 personnes qui sont à peine au SMIC et nous avons les retraites les plus basses de France. Un pouvoir d'achat qui est moribond, et en plus nous savons très bien que la vie est 20% plus chère et ne plus que dans l'alimentation 14% plus chère. Donc il faut arrêter de faire croire que les salariés ont des revendications en dehors des contraintes qui sont les leurs au quotidien. Et en Corse, on a mis l'attention du côté de la Poste, que ce soit à Ajaccio ou même ailleurs, on l'a vu ces derniers temps. Quels sont les dossiers les plus chauds en Corse aujourd'hui ? Des dossiers, il y en a tout le temps. Tous les jours, nous avons des dossiers pour défendre des salariés dans leurs droits, dans les licenciements, dans les abus, dans les pressions. Nous accompagnons tous les jours avec nos conseillers du salarié des gens face à des patrons pour diverses raisons. Mais la situation économique de la Corse, elle n'est pas différente de celle du continent. Bien au contraire, au vu de la situation économique et saisonnière, vous comprenez bien que il y a du travail pour les syndicats tous les jours. Un dernier mot, aussi bien national que local. On le voit derrière nous, il y a une boulangerie qui est fermée. La fermeture des boulangeries, ça a causé beaucoup de polémiques cette année. On le voit d'ailleurs beaucoup plus fermé qu'à l'habitude à Bastia. Vous, votre point de vue là-dessus, est-ce que le 1er mai, même dans les boulangeries, ça doit être complètement respecté ? Écoutez, c'est très simple. Le 1er mai, c'est une journée fériée et chômée. D'accord ? Sauf dans certains domaines qui sont limités
dans le code du travail. Voilà, tout simplement, appliquons le code du travail. Vous savez, avant les boulangeries c'était fermé le lundi, hein, d'accord, tout le temps, et on se plaignait pas. Donc voilà, bon, si pour le 1er mai elles sont fermées, aujourd'hui ça tombe en jeudi, l'an prochain ça sera vendredi, puis des fois les 1er mai tombent le dimanche, des fois le lundi, donc voilà, ce n'est pas, c'est pas la priorité. On veut focaliser pour faire croire que c'est que cette journée des travailleurs qui coûte la plus cher en France. Je pense qu'il y a énormément de journées qui coûtent cher, et notamment d'un point de vue fiscal, celle de reprendre l'argent là où il est, et l'évasion fiscale c'est 100 milliards, voilà, c'est tout. Il s'agissait de Charles Casabianca pour la CGT de Haute-Corse. Même revendication chez Force ouvrière, qui comme la CGT a également commenté le serrage de vis qui a concerné boulangers et fleuristes cette année pour le 1er mai. Tout en comprenant leurs préoccupations, FO, comme la CGT, estime que le 1er mai doit être consacré aux travailleurs. On écoute Christophe Bertin pour Force ouvrière. Il y a toujours un peu les mêmes revendications. C'est surtout la fête des travailleurs, donc on est là et c'est important pour l'organisation Force ouvrière d'être présent aujourd'hui parce que c'est la fête des travailleurs, c'est la fête, c'est le droit du travail et c'est important pour le syndicat Force ouvrière d'être présent aujourd'hui avec dans une bonne ambiance, en famille, pour dire à ce gouvernement, comme à tous les autres, qu'on n'est pas là pour dire amen à toutes les réformes qui sont maintenant engagées par le Premier ministre, qui est sous couvert d'un effort de guerre. Donc ça, on n'en veut pas. D'un point de vue plus local en Corse, quels sont les points chauds du moment selon vous? Alors en Corse, la revendication qui va être la plus importante, elle est comme au niveau national, c'est celle sur la réforme des retraites. Ça, c'est important. Après, tout ce qui concerne aussi l'hôpital public, les services publics, comme en Corse, on est quand même, c'est un des premiers employeurs en Corse de la fonction publique. Donc pour nous, c'est important aussi que la dégradation des services publics s'arrête une bonne fois pour toutes, surtout à l'hôpital et dans les autres services publics. Et puis on a aussi posé la question à d'autres de vos collègues. Cette année, il y a une polémique autour des boulangers, des fleuristes qui se plaignent de ne pas pouvoir travailler en 1er mai. C'est vrai qu'avant, on envoyait plus d'ouverts à Bastia. On a beaucoup plus de boulangeries fermées, de fleuristes fermés aujourd'hui, parce que la législation semble être appliquée de façon plus forte désormais. Selon vous, est-ce qu'on peut comprendre malgré tout le point de vue de boulangers, de fleuristes qui d'habitude travaillent beaucoup le 1er mai? Nous on comprend ces commerçants qui ont besoin de travailler, mais il faut voir aussi du côté des salariés et du côté des organisations syndicales. Il faut bien comprendre que c'est une fête internationale, donc c'est une journée qui s'organise et c'est des défilés dans le monde entier. Donc nous pensons, nous organisations syndicales, en tout cas pour Force ouvrière, que c'est une journée où les salariés doivent être au repos. Après, on comprend les commerçants, mais nous on tient que les employeurs respectent cette journée-là pour les travailleurs. C'est leur journée, donc on veut qu'ils soient là et pas au travail. Ce jeudi, à Olette, de nombreuses personnes se sont mobilisées autour de Femogour Siga et du syndicat via Campagnola pour soutenir Nicolas Mariotti Bindi, viticulteur. Il y a un peu plus de 8 ans, celui-ci a bénéficié d'un fonds d'investissement de proximité par le groupe Vatel Capital qui a investi contre 30% des parts. Ce dernier, qui a actuellement ouvert une souscription pour la 17e édition de ce FIP spécifique à la Corse, souhaite récupérer sa mise et est prêt à contraindre Nicolas Mariotti Bindi à vendre son exploitation si celui-ci ne règle pas une somme de 1,5 million d'euros. Une situation inacceptable pour Femogour Siga qui, au-delà de ce cas, milite pour la création d'une banque publique d'investissement corse afin d'éviter aux entrepreneurs corses de faire appel à des fonds continentaux spéculatifs. On écoute François Martinetti pour Femogour Siga. Il a fait appel à un fonds d'investissement qui n'a pas de lien avec la Corse, direct en tout cas, et ce fonds d'investissement aujourd'hui l'oppresse avec des taux de rendement aujourd'hui, des taux de rendement très importants, de l'ordre de 10 à 12% sur le remboursement, et in fine, si la possibilité de rembourser n'est pas là, il y a la vente d'une partie des biens, d'une partie des acquis, d'une partie du foncier. Et aujourd'hui, voilà, la logique des fonds d'investissement, la logique financière des fonds d'investissement de ce type, s'affronte à une logique de projet, de territoire, avec un entrepreneur aujourd'hui qui ne veut pas vendre ses biens et qui veut continuer son projet parce que la situation de son entreprise marche, mais que le fonds en question n'est pas complètement adapté, sa méthode, à la région Corse.
Corse, peut-être adapté à des régions plus riches, mais pas la région Corse. En tout cas, c'était soutien et dénonciation et aussi proposition. Visiblement, ce fonds d'investissement n'en est pas à son coup d'essai et il a engagé un nouveau fonds d'investissement de proximité avec souscription jusqu'au 30 septembre. Ça vous inquiète? Oui, nous sommes inquiets car au-delà du cas de M. Mariotti, il y a aujourd'hui 40 à 50 entreprises, d'après mes informations, qui sont dans la même situation que M. Mariotti. Donc nous, on alerte et on dit aussi aux principaux intéressés, à ceux qui seraient inquiétés par ces situations, de venir vers nous, de venir vers les institutions de la Corse et essayer de régler ces situations qui pourraient amener à des fermetures d'entreprises ou en tout cas à des ventes d'entreprises et ça, en particulier dans le domaine de l'agriculture, ça ne nous convient pas. Très concrètement, ce viticulteur et ses entreprises sont allés vers ce fonds d'investissement qui, contre une partie du capital, c'est ça, a investi un peu d'argent en fait. C'est ça la chose. Oui, la logique des fonds d'investissement, c'est qu'ils investissent dans des projets sur lesquels, bien évidemment, qui sont in fine lucratifs pour eux. Ça, c'est la logique des choses. Sauf que voilà, il y a des différentes façons de procéder. Et nous, on considère que il y a des bonnes pratiques au niveau des fonds d'investissement. Je prends le cas de Femukui en particulier. Et il y en a d'autres qui sont dans des logiques financières, spéculatives et que, in fine, pas adaptées au territoire de la Corse. Et c'est d'ailleurs pour ça que une des propositions qui a d'ailleurs été débattue à l'Assemblée de Corse, ce serait d'envisager de développer, de penser un outil public, une banque d'investissement corse publique qui permettrait de récolter un certain nombre de fonds pour certains projets d'investissement. Et bien évidemment, le projet d'autonomie pourrait nous servir avec un statut fiscal adapté aujourd'hui à l'échelle de la Corse, à l'économie de la Corse, de produire plus de richesses et de mieux les redistribuer et surtout avoir une fiscalité adaptée aux entreprises corses. Parce que justement, vous l'avez dit, Femukui est là, existe et a investi un taux d'argent assez important quand même, mais si ces entreprises-là sont allées chercher des investisseurs continentaux, c'est peut-être parce que tout simplement, en Corse, il n'y a pas assez d'investissement à l'heure actuelle. Il y a peut-être une question là aussi. Il y a une question, ça revient à la question du processus d'autonomie. Nous, aujourd'hui, on veut prendre nos responsabilités. On veut permettre aux entreprises de se projeter dans nos territoires ruraux en particulier, mais aussi urbains. Donc aujourd'hui, la logique de l'autonomie, c'est d'avoir un statut fiscal et de lever une partie de l'impôt. Et donc lever une partie de l'impôt, ça veut dire permettre à la collectivité de Corse de développer les outils nécessaires, en particulier par des fonds publics. Bien évidemment qu'il y a la part du privé qui doit exister, mais nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est maîtriser notre destin et éviter ce genre de situation problématique pour des travailleurs aujourd'hui qui se retrouvent en difficulté. Et ça, on le dénonce, mais surtout, nous, ce qu'on veut, c'est se projeter et trouver des solutions. Un tout dernier mot, ce fonds d'investissement met en avant la démographie de la Corse, une démographie florissante. Sont eux une démographie qu'on sait surtout alimentée par les apports extérieurs. N'est-ce pas là un paradoxe? Bien sûr, mais après, la question, c'est est-ce qu'on veut un développement appauvrissant de la Corse, sans perspective culturelle, sociétale, identitaire, où il y aurait bien évidemment un apport démographique, mais en même temps des problématiques d'urbanisation, des problématiques identitaires, où veut-on aujourd'hui développer une économie, bien évidemment, qui crée des richesses, mais en même temps qui redistribue mieux, et en même temps qui produit aussi du sens, qui produit un sens. Et nous, le sens qu'on a voulu donner ce matin, c'est une économie de proximité, un rapport à la terre privilégié. Et aujourd'hui, gérer l'économie de la Corse, c'est pas gérer l'économie comme à New York, comme à Paris ou comme dans le monde entier aujourd'hui. En tout cas, c'est pas notre vision de l'économie de la Corse. Dans le fonds d'investissement en cours de constitution, eh bien, il y a le dossier santé et dépendance, c'est-à-dire que ce fonds d'investissement compte investir dans le domaine de la santé et de la dépendance en Corse. Ça peut être une inquiétude supplémentaire? Oui, bien sûr. Il y a déjà eu des inquiétudes au niveau de la santé et de certaines privatisations par des grands groupes étrangers. Je pense à la clinique Mémar de mémoire. Donc oui, nous en tout cas, on sera vigilants avec Femukui Goursiga. Nous sommes clairement dans une logique de développement, de production de richesse, on le dit, mais en même temps, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, l'humain avant tout. Le nouveau parc sportif des Salines a été inauguré ce mercredi par le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraj, et entouré d'autres élus municipaux. De nombreux enfants et parents du quartier étaient également présents pour découvrir les équipements et partager un goûter. Le parc sportif des Salines se trouve en bord de mer sur un espace végétalisé de 400 m². Les Ajacciens peuvent désormais découvrir sur ce site 13 agresses de fitness et du matériel prévu pour tous les publics avec 5 appareils adaptés aux personnes à mobilité réduite. Cet équipement illustre l'engagement d'Acita d'Ajaccio en faveur de la santé et de l'inclusion, mais également la volonté de valoriser le littoral ajaccien et de reconnecter les quartiers à leur façade maritime.
En volley, c'est un match capital, mais qui ne sera peut-être pas décisif, qui attend le GFCA ce soir à Martigues. Les Gaziers se déplacent avec l'ambition de valider dès ce soir sa place en finale des playoffs. Après avoir remporté le match aller 3-7-1, les joueurs de Frédéric Fernandez ont donc l'occasion de finir le travail face à une très belle équipe de Ligue B qui, à n'en pas douter, jettera toutes ses forces dans la bataille pour contraindre les Ajacciens à jouer un match d'appui. En effet, si d'aventure les Diables Rouges étaient battus ce soir, une troisième et dernière rencontre se jouerait alors au Palatine dès lundi, ce qui constitue un avantage non négligeable. Mais c'est un scénario que les Diables Rouges veulent éviter. Martigues GFCA, coup d'envoi du match ce soir à 20h au gymnase Julien Olive. Avant-dernière journée de Ligue 2 ce vendredi soir en football entre la Sayatch et le FC Lorient au stade Michel Moretti. Un match particulier car c'est le retour de les Pantalonia Timizzoulu avec les Merlus assurés de monter en Ligue 1 et qui vont désormais se battre pour le titre de champion de France de Ligue 2. Les Ajacciens désormais assurés d'évoluer sportivement en Ligue 2 la saison prochaine voudront bien finir devant leur public. Pour ce match, Huard fera son retour dans le groupe alors qu'Everson et Youssouf sont incertains. On écoute Thierry Debesse avant la rencontre. C'est vrai, c'est extraordinaire. On en parlait avec le staff à l'instant. On se disait, on se mettait dans la peau de Martigues ou de Clermont. Ça doit être tellement dur, tellement stressant de vivre ces dernières journées dans cette position. Donc nous, c'est vrai, on a eu la chance de pouvoir faire ce qu'il fallait avant. Recevoir le leader, 2 matchs de gala, Lorient puis le PFC en étant tranquille. C'est vrai que c'est des super matchs à jouer. Donc en plus, Lorient qui est le leader incontesté de cette division et qui a réussi à monter déjà à 3 journées de la fin. Moi, je pense que ça va être un match très intéressant parce que Lorient va jouer le titre. Lorient veut à tout prix être champion. Et nous, c'est notre dernière à domicile. Et quand on sait le contexte du club, on ne sait jamais. Peut-être que ça sera la dernière dans le monde professionnel puisqu'aujourd'hui, on n'en sait pas plus. Donc, c'est un match particulier pour nous. On a envie de vraiment bien finir. On a envie de bien finir cette saison et on va donner le maximum pour réussir à faire un gros match. Après, le résultat, on sait que c'est une équipe incroyable. Mais en tout cas, on va vendre chèrement notre peau. Oui, mais je pense que, en tout cas, les supporters, moi, ceux que je rencontre, sont très heureux de ce qui s'est passé depuis quelques mois, que ce soit sur le niveau de jeu, mais aussi sur les résultats, l'engagement que tous les joueurs ont mis pour se sortir de cette situation. Donc, c'est aussi une récompense pour eux d'une fois de plus donner le maximum à domicile, essayer d'arracher ce point ou cette victoire, elle serait exceptionnelle, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une récompense globale. Moi, je pense à tous les gens du club, à tous ceux qui ont travaillé dur pour qu'on s'en sorte, pour nos supporters, donc pour tous les amoureux de ce club. Donc j'ai vraiment envie qu'on finisse sur une bonne note. Oui, déjà c'est un énorme plaisir de retrouver Olivier. Je suis déjà très heureux pour lui parce que il a prouvé beaucoup de choses encore cette année. Il a réussi à monter avec cette équipe de Lorient. Beaucoup pensaient que ça allait être compliqué pour lui. Même s'ils ont cette position de favori, c'était très dur. Je pense que c'est très dur à assumer. Il l'a fait, donc je lui tire vraiment un gros coup de chapeau. Et donc on est très heureux de le recevoir. Il revient à la maison, donc le recevoir dans un match comme ça où il y a quand même bien sûr l'enjeu du titre pour eux, mais on est sauvés. Eux ils sont montés, nous on est sauvés. Donc ça va être une belle fête. Et après on a tout à faire pour faire un bon match. Il y a tout qui est réuni pour faire un bon match. Donc on a une belle équipe en face. Nous on est quasiment au complet. Donc ça va être une belle fête et j'espère un résultat au bout parce que les belles fêtes, c'est surtout quand il y a des résultats. Quand il n'y a pas de résultats, pour moi, ça reste des fêtes qui ont un goût amer. Donc j'aime bien terminer sur une bonne note. Donc un point, ça serait le minimum pour nous demain. Ah oui, là, ils sont costauds de partout, ils jouent un très beau foot, ils ont une attaque qu'on n'a plus besoin de présenter, ils ont le cœur de l'équipe avec Lolo au milieu de terrain, Loa Bergel qui pour moi est vraiment le cœur de cette équipe, c'est lui qui amène cet état d'esprit, cet talent, cette qualité technique, mais aussi cette grinta quand tu as besoin dans une équipe qui a envie de monter. Ils sont bons de partout, c'est quasiment les meilleurs joueurs à chaque poste. Bon, pour moi, PFC, Metz et eux, c'était vraiment les 3 équipes au-dessus, on les retrouve devant, mais après c'est tout le mérite d'Olivier et de ce groupe d'avoir réussi à finir premier et de monter aussitôt dans le championnat. Déjà, ça me fait très plaisir de sa part, parce que quand on connaît son expérience, son vécu, lui qui a vécu de sacrés moments, lui qui a réussi à faire monter 2 fois le club ici, moi qui l'ai eu comme entraîneur et après j'ai travaillé comme adjoint avec lui. C'est un ami, c'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration et un profond respect. Ce qu'il a fait au club, c'est énorme et des fois on s'en rend pas compte. Et lui, je pense qu'aussi il a ce côté extérieur de voir ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc c'est vraiment un beau compliment et je lui renvoie parce que ce qu'il a fait, je lui dis chapeau bas parce que au début, Lorient, on s'était dit ils vont prendre, c'est un risque en prenant Olivier et je pense qu'il a donné la réponse à tout le monde, qu'il était capable d'entraîner avec des gros effectifs et avec un objectif de monter. Il l'a réalisé directement et on sait à quel point c'est dur de remonter quand on descend. Donc je lui renvoie vraiment de tout mon cœur ce compliment. Voilà, tant que la situation on n'a pas trouvé la solution, on va pas parler d'avenir parce qu'aujourd'hui, je pense que ça serait très malvenu de parler d'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est
que ce soit les joueurs, le membre du personnel, nous, le staff, tout le monde a envie que la situation se décante. Et à ce moment-là, on parlera de notre avenir. Mais aujourd'hui, ça serait très égoïste de parler de sa propre personne alors qu'on a la survie d'un club qui est en jeu. Donc aujourd'hui, on se concentre vraiment sur ça. Et c'est pour ça que je vais redire aux joueurs à quel point il est important de bien finir demain. Il s'agissait de Thierry Debesse avant ce match ACA Lorient, donc ce soir à 20h. Dans le cadre de l'avant-dernière journée de Ligue 2, toujours, le Sporting Club de Bastille à 8e se déplacera de son côté sur le terrain de Guingamp 5e. Désormais hors de la lutte pour la 5e place, le Sporting aborde ce déplacement avec la seule volonté de faire honneur à son maillot. Un maillot qui sera noir ce vendredi soir en hommage aux victimes de la catastrophe de Fouriagne. De quoi peut-être apporter un supplément d'âme. L'infirmerie s'est chargée avec les absences d'Aquesson et d'Aiki qui viennent se rajouter à celles de Janet et Etoga. Tramoni signe donc son retour dans le groupe, tout comme Bois-Moaoui, tandis que le jeune défenseur central Donovan Bassé effectuera sa première apparition dans le groupe professionnel. On écoute Benoît Tavenot, l'entraîneur du SCB. Déjà, le championnat, il n'est pas fini pour Bastia depuis le départ. Le championnat, il se terminera malheureusement après Caen pour nous. J'ai dit aux joueurs qu'un championnat à 50 points, c'est pas le même championnat que 44. Aujourd'hui, on en a 44. L'objectif, c'est si on fait 50 points, on aura fait un bon championnat. Si on fait moins, on aura fait un championnat moyen. Et ça, c'est la réalité. Donc, ça nous a fait très très mal la défaite contre Grenoble. C'était la première fois qu'on perdait ici. C'était la première fois qu'on perdait 2 fois de suite. C'était pas le bon moment. Maintenant, elle est arrivée. Il faut être solide et costaud pour représenter le Sporting dignement dès demain à Guingamp. Mais l'objectif, c'est de terminer le championnat à l'endroit. Ça me tient à cœur. Alors, vous l'avez dit, il y a certes un certain nombre de blessés, mais dans le groupe, vous avez fait aussi des choix, des joueurs qu'on n'avait plus vus depuis un certain temps, comme Tramoni, comme Boumaoui, ça faisait très longtemps, mais aussi un jeune comme Bassé. Pourquoi ces choix ? Vous pensez que ces 2 derniers matchs, ça peut être aussi le moment d'expérimenter ? Non, je le dis depuis le départ, je ne suis pas dans l'expérimentation. Je suis dans la performance. Je veux gagner les matchs, je veux terminer le plus haut possible. Le petit Bassé s'entraîne avec nous depuis un mois. Il sort d'une saison très correcte avec la Nationale 3. Et ce qu'il montre avec nous depuis un mois à l'entraînement au quotidien, c'est plutôt intéressant. Donc il y a des absents. Et moi, il me faut un équilibre de banc, donc il est avec nous et il le mérite. L'objectif, c'est de faire 50. La réalité, c'est que dans un championnat de 18, si vous faites 50 points, vous faites un bon championnat. Vous serez dans les 7. Si vous faites en dessous, si on reste à 44, ça reflètera pas 90% de notre saison, mais à l'arrivée, on dira le Sporting a fait 44 points. Et moi, je vous l'ai dit depuis le départ, la vérité d'un championnat, c'est à la fin, c'est à la 34e. Donc, j'ai essayé de mobiliser tout le monde dès la reprise. On s'est entraîné plutôt correctement, même si je sens dans le vestiaire un peu de relâchement, mais on entre dans une période importante pour le club. Ça va être le 5 mai lundi. On va jouer en noir demain soir, donc on n'a pas le droit de galvauder ce match-là pour le 5 mai et sportivement pour terminer dans les eaux où je pense que l'on mérite. Les prévisions météo pour ce vendredi 2 mai 2025 en Corse, jour de la Saint-Boris. C'est une belle journée que nous avons au programme avec peu de nuages. La densité de ces passages nuageux sera de moins en moins dense et l'après-midi sera lumineux malgré quelques nuages élevés qui pourraient voiler le ciel par moments. Le vent est faible et les températures sont printanières pour ne pas dire estivales. Le mercure montera cet après-midi jusqu'à 25 degrés pour Ajaccio, Portivecchio, Bonivaggio, Sartep, Ruppia, 24 à Corti, 23 à Bastille, à Zicavoico, 22 à Calvi, l'Isola, Rugliano et 21 à Prunello di Fiumorbo. C'est la fin de ce journal sur Alta Briguanza. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite pour votre agenda culturel.